Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre édition. En ouverture, une réception organisée pour les athlètes ayant participé aux Jeux des petits États d'Europe, méditerranéens et de la francophonie. Ils étaient moins d'une centaine ce lundi soir. Nous reviendrons sur le marathon de lecture 2013. Les lecteurs se sont retrouvés lors d'un thé littéraire. Nous parlerons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui mettait à l'honneur Léo Ferré. Nous découvrirons une exposition à la Villa Fleury proposée par le collectif Nomade. Et nous terminerons avec du football, présentation d'un nouveau joueur. Et nous ouvrons ce journal avec une réception au ministère d'État ce lundi soir, une réception en présence du souverain qui visait à féliciter les athlètes ayant participé au grand rendez-vous sportif de cette année. Émilie Rousseau et Thomas Deus étaient sur place. Vous avez pu suivre leur performance sur Monaco Info pendant les Jeux des petits États d'Europe, les Jeux méditerranéens ou encore les Jeux de la francophonie. Les athlètes rouges et blancs étaient réunis au ministère d'État lundi soir pour une réception en leur honneur et ce en présence du prince Albert II. Le souverain a tenu à souligner le mérite de ces athlètes et à rappeler l'importance que le sport occupe en principauté et les valeurs fondamentales qu'il véhicule. Chacun et chacune d'entre vous, lors de ces différents jeux, a connu d'intenses émotions, qu'elles soient de joie, de fierté, ou malheureusement de quelques déceptions. Mais tous avaient pris part à de formidables aventures dont vous avez tiré, je suis sûr, une légitime satisfaction et de mémorables souvenirs. Des souvenirs, ils en ont justement plein la tête, certains au Luxembourg, d'autres en Turquie ou à Nice. Cette réception était d'ailleurs l'occasion pour eux de se retrouver après avoir vécu de grands moments ensemble. Tous les souvenirs là, qui reviennent en masse, là, les bons souvenirs, donc ça fait du bien de se retrouver pour quelques-uns, parce que ça fait quelques mois pour certains qu'on ne s'est pas revus, donc on ressasse les souvenirs en attendant les prochains jeux. Je suis très content de retrouver les journalistes, les autres athlètes de notre délégation, donc ça fait très plaisir de les revoir et je suis content que je puisse être là. C'est un honneur, oui. Et c'est bien d'être réuni avec les autres athlètes et de revoir ceux avec qui j'ai pu partager les moments quand j'étais en Turquie. Pour Mathias Raymond, cette réception avait une saveur particulière. En effet, 2013 aura été une année de transition pour le rameur monégasque. C'était une année assez intéressante dans la mesure où c'était plutôt la transition entre ma grande période du haut niveau et puis ma retraite sportive. Et on est parti sur un projet qui était intéressant de faire un double avec le jeune Quentin Antonielli. C'est ça qui m'a surtout motivé à reprendre les rames pour cette année. Parce que normalement j'avais décidé d'arrêter après les Jeux de Londres. Et puis l'idée du double, c'était une perspective qui était complètement neuve pour moi parce que j'avais jamais fait de bateau long au niveau international. Et voilà, cette idée de transmission, justement, essayer de lui passer les quelques clés que j'avais pu avoir pendant ma carrière, donc c'était assez intéressant. Ça a été assez compliqué à gérer par rapport au travail parce que j'ai travaillé en parallèle pour ma formation d'élève fonctionnaire. J'ai d'ailleurs eu la chance de faire un stage au centre de presse aux côtés de Monaco Info qui était assez enrichissant. Et justement leur soutien au quotidien, le voir qu'ils s'intéressaient à ma carrière, c'était très encourageant. Et ça m'a permis justement d'aborder assez sereinement les échéances qu'on a pu avoir en double et d'essayer de faire du mieux possible à chaque régate. Et d'être là ce soir, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça fait plaisir justement de voir la reconnaissance du prince d'une part, du ministre d'État également, de voir qu'au plus haut niveau on s'intéresse toujours à ce qu'on fait et puis voilà, aux efforts qu'on met au quotidien pour essayer de représenter dignement la principauté, donc c'est toujours plaisant. À noter que le travail des entraîneurs et des bénévoles a également été mis à l'honneur lors de cette réception. Durant tout le mois de septembre, des réunions concernant le nouveau CHPG sont organisées avec les représentants des différents services. Le but étant de présenter le futur bâtiment et ses fonctionnalités. On écoute à ce propos le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé au micro de Fabien Bonilla. Vous savez qu'en avril dernier, le prince souverain a choisi donc le groupement d'architectes qui va réaliser le futur centre hospitalier Princesse Grace. Et cet hôpital que nous voulons ultramoderne, que nous voulons performant pour la qualité des soins, adapté aussi à
à la médecine moderne et au remboursement de la sécurité sociale pour être rigoureux dans la gestion des finances publiques, eh bien, nous tenons évidemment à le présenter au premier rang, évidemment avant tout au personnel hospitalier, aux futurs utilisateurs. Il y a donc une réunion de présentation générale pour l'ensemble du personnel vendredi dernier. Et puis là, tout au long de la semaine, le groupement d'architectes, avec la direction de l'hôpital, vient rencontrer les représentants de tous les services, les uns après les autres, parce que c'est évidemment très important pour améliorer la qualité de ce futur hôpital, de prendre l'avis de ceux qui vont être les premiers à l'utiliser, donc les médecins, tous les personnels hospitaliers. Et nous tiendrons compte évidemment avec le département de l'équipement de leurs remarques pour améliorer le projet. Projet qui avance, donc bien sûr est en cours de réalisation par le groupement d'architectes. Nous avons donc comme première étape le démarrage concret de ce chantier pour la fin de l'année 2014, la réalisation d'une grande partie des parkings qui sera livrée en 2017 et puis bien sûr la plus grande partie des services hospitaliers du nouveau centre hospitalier donc pour l'année 2022. Vous le savez, la Fondation Prince Pierre propose comme chaque année le prix littéraire et le prix de la Bourse de la Découverte. À l'occasion du marathon de lecture, une première étape a été franchie. Il s'agit de la rencontre entre lecteurs. Les détails dans ce reportage. Il s'agit certainement de l'étape la plus importante puisqu'elle symbolise la première rencontre réunissant les lecteurs ou plutôt les lectrices participant au marathon de lecture. Et pour certaines d'entre elles, c'est déjà le coup de cœur. Un premier coup de cœur, oui. Pour la Fondation Prince Pierre, j'ai celui-là, Leni Riefenstahl, que j'ai découverte et dont je n'imaginais pas la vie. Et je vous laisse découvrir. C'est plein de, malgré la période qui est une période tellement difficile, cette admiration qu'elle avait pour Hitler, il y a des moments de poésie et de bonheur. Et je crois que tous ceux qui aiment les arts, que ce soit la danse, puisqu'au début elle parle beaucoup de danse, puis de la photographie, et puis de ces fameux films que j'ai hâte de voir malgré tout, c'est un moment extraordinaire. Je crois qu'il faut le lire pour la beauté de l'écriture. Chaque année, cette opération permet aux amateurs de littérature contemporaine de se familiariser avec les auteurs retenus par le Conseil littéraire pour les sélections du prix littéraire et de la Bourse de la Découverte. À ce stade avancé du marathon de lecture, certains passionnés découvrent encore le concept. Écoutez, j'arrive toute nouvelle, je ne connais pas ni le pourquoi ni le comment, mais je suis prête à lire à toute allure. C'est merveilleux, moi je trouve que c'est une très bonne idée et je suis prête à jouer le jeu. Le marathon de lecture 2013 a battu des records de participation puisque plus de 1000 emprunts de livres de la sélection ont été comptabilisés dans les 14 médiathèques participantes et plus de 100 critiques littéraires ont déjà été rédigées par des lecteurs. Depuis le mois de juin, donc depuis qu'on a découvert tous les auteurs sélectionnés pour ce marathon lecture, nous lisons et de plus en plus de lecteurs nous ont rejoints pendant la découverte de ces romans. Et il y a vraiment un enthousiasme particulier cette année, je pense que c'est un bon cru. Les lecteurs rencontreront les auteurs le 30 septembre prochain en Principauté. À quelques jours de la journée du patrimoine, Christine Datomel a rencontré Jean-Charles Cureau, le directeur des affaires culturelles. Il nous en dit plus sur le déroulement de cet événement très apprécié du grand public et nous dévoile les nouveautés de l'édition 2013. C'est une journée qui dure 2 jours, vous savez, puisque le samedi, nous avons les itinéraires transfrontaliers à Cagnes-sur-Mer, au domaine des Colettes, au musée Renoir et chez Cocteau, à Saint-Ospire. Le lendemain, le dimanche, c'est la grande journée du patrimoine. Alors les nouveautés, il y en a plusieurs. Déjà le Conseil national. Ce sera l'occasion pour tout le monde d'entrer dans ce lieu fondamental de notre vie de tous les jours. C'est l'Académie de danse Princesse Grace qui existe depuis très longtemps mais qui n'est jamais ouverte au public. Donc ça c'est une occasion aussi, c'est une nouveauté cette année. C'est pas tout à fait une nouveauté mais la salle Garnier qui est rarement ouverte au public va être ouverte cette année. Je crois que la dernière fois ça fait 4 ou 5 ans. Avec des visites commentées, avec des petits concerts de formation de l'Orchestre de Monte-Carlo. Nous avons cette année un jeu qui est différent de celui des autres années, un concours qui prendra la forme d'un cadavre exquis. Vous savez ce que c'est un cadavre exquis? Comme on faisait à l'école avec un bout de papier, quelqu'un commence une phrase et puis ensuite, sans savoir ce qu'a écrit le précédent, on écrit la suite. On va faire ça sous forme écrite et sous forme de dessin, donc une sorte de jeu qui est proposé à tout le monde. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a ressuscité ce samedi la chanson du Mal-aimé de Léo Ferré. Léo Ferré qui avait dirigé cette œuvre en 1954 à la demande du prince régnier. José Sacré vous en dit plus.
Samedi 14 septembre, à l'Opéra de Monte-Carlo, en présence du prince souverain, de la princesse Charlène, de la princesse Caroline et de Charlotte Casiraghi, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Gianluigi Gelmetti, a ressuscité deux œuvres oubliées du grand artiste monégasque Léo Ferré, la symphonie interrompue et l'oratorio, la chanson du mal-aimé sur un poème de Guillaume Apollinaire. Ces œuvres, créées en 1954 à l'Opéra de Monte-Carlo grâce au prince régné, n'avait pas eu l'honneur de plaire aux petites sommités musicales de l'époque responsables des programmes de la radio nationale française. Dans les années 50 et suivantes, on a eu une espèce de, mais je ne le dis pas avec méchanceté, mais une espèce de dictature musicale, vous savez, le post-Darmstadt. C'est-à-dire, si on n'était pas dans une certaine ligne musicale, si on avait seulement un soupçon de tonalité, c'était vraiment la mort civile. Mais ce n'était pas seulement les cas de Léo Ferré, c'était les cas de Nino Rota. Il y avait tellement de grands musiciens qui ont été absolument mis à côté pour cela. Parmi les spectateurs de la salle Garnier, la veuve de Léo Ferré, sa fille, son fils, son petit-fils étaient venus spécialement de Toscane pour l'événement. Moi, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotions, évidemment. Je n'ai pas arrêté de pleurer, on va dire. C'est comme ça. L'émotion est toujours là, très forte pour moi. Surtout quand j'entends la musique de Léo qui est si mal connue dans le fond. Et les gens, ils voient Léo Ferré comme un chanteur uniquement et ils ne connaissent pas tout ce côté plus musicien. Et c'est dommage parce que lui, s'est toujours revendiqué d'abord comme un musicien. La symphonie interrompue et la chanson du mal-aimé, musique de Léo Ferré, fait l'objet d'un enregistrement par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti, un CD qui sera disponible dans quelques semaines. C'est leur traditionnel rendez-vous de rentrée. Les artistes du collectif Nomade ont élu domicile à la Villa Le Roc Fleuri le long du sentier des douaniers à Cap d'Aille. Jusqu'au 30 septembre, ils y exposent leur travail sur le thème du déménagement, le récit de Patricia Navarro. Ils sont un peu plus d'une vingtaine à avoir répondu présent à l'appel de la rentrée du collectif Nomade. À l'intérieur et dans les jardins de la Villa Le Roc Fleuri, Douat, Laurent Lassource, Étienne Borgo, Pierre Vérola ou Paul Stapleton, pour ne citer qu'eux, exposent des créations spécialement réalisées pour l'occasion. Chaque année, à la même époque, les artistes de Nomade se prêtent au jeu de l'exercice de style avec une figure imposée, le thème. Et cette fois-ci, tous ont planché sur le déménagement, à chacun son interprétation. En fait, je me suis rendu compte que déménager, ce n'est pas les objets qui m'intéressaient dans mon déménagement, mais c'est en fait les rêves que je transportais d'un endroit à un autre. C'est un petit peu ce que j'ai voulu dire avec en fait l'objet qui est le plus proche de nos rêves, c'est notre oreiller. Et je me suis dit que quand je déménageais avec mes rêves. Et donc c'est le meilleur des confidents. Et c'est pour cette raison aussi que je n'ai pas voulu donner une note trop grave par rapport à tout ça, mais il me semble qu'avec Ayad Dream, bien sûr on a tous eu des rêves qui ont avorté, mais n'empêche qu'on a encore des rêves. Quand Elena laisse libre cours à son imagination, son compagnon, lui, cherche à faire passer un message. Avec son installation sonore et mouillée, il entend dénoncer ce qui est pour lui un scandale environnemental. Dans un expo comme ça, j'essaie toujours de coller un petit peu à le thème, donc il y a la salle de bain à l'extérieur, mais aussi j'aime bien passer un message. Le message, c'est sur le gaz de schiste, que je n'approuve pas du tout. C'est une technologie surtout américaine utilisée aujourd'hui. Il y a une grande pollution de l'eau qui résulte de cette technologie-là. Et à chaque fois, on essaye de dire au minimum quelque chose. Et c'est le cas d'ici, avec une alerte que le gaz de schiste, on ne souhaiterait pas voir venir en France. Les dangers sont trop importants pour les générations futures.
Tout autour du jardin, les artistes de Nomade ont semé des œuvres offrant ainsi un parcours ludique et plein de surprises pour le grand public, car c'est bien au plus grand nombre que souhaitent s'adresser ces peintres, sculpteurs, plasticiens, pour qui l'art contemporain doit être source de partage et d'échange. La grande chance donc d'être ici dans ce lieu public, ouvert au public, et j'avais une réflexion l'autre jour tout à fait personnelle, mais qui consistait à dire du temps de Cézanne. J'ai pris Cézanne, on peut prendre Van Gogh, on peut prendre des grands maîtres qu'aujourd'hui on admire dans les musées, mais à leur époque, qui avait le droit, l'opportunité de voir donc ces œuvres? Eh bien, c'était extrêmement réduit. Je crois qu'aujourd'hui, l'art contemporain permet cette ouverture-là et permet des possibilités et ouvre en fait des esprits sûrement, et même s'il est souvent critiqué, il est disponible. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et toujours avec dans l'esprit cette envie d'apporter matière à réflexion ou favoriser l'échange, après la villa Le Roc Fleuri, le collectif Nomade prendra ses quartiers d'automne à la montagne, dans le très bel arboretum Marcel Kroenlen à Roure. L'AS Monaco présentait officiellement hier sa dernière recrue. Arrivé dans les dernières heures du mercato, Geoffrey Kondogbia avait rendez-vous pour la première fois avec la presse. Ce jeune milieu de terrain est revenu sur ses objectifs et ses ambitions personnelles. Un reportage de Jean-Sébastien Dussert. Fraîchement débarqué en provenance du FC Séville, Geoffrey Kondogbia se s'est attendu. Auteur d'une première réussie face à Lorient dimanche dernier, le francilien de 20 ans a déjà démontré de belles promesses. Recruté pour 20 millions d'euros et une durée de 5 ans, le joueur formé au Racing Club de Lens s'était présenté lundi au Stade Louis II. Il est revenu sur ses débuts à Monaco et a livré ses premières impressions. J'ai ressenti une grande cohésion au niveau de l'équipe. On voit que l'équipe s'entend très bien, qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe. Donc c'est surtout ça que j'ai retenu en premier. J'ai été très bien accueilli déjà. Et puis, comme je l'ai dit, voilà, il y a une très très belle entente, donc on n'hésite pas à discuter entre coéquipiers, que ce soit français ou étranger. Donc j'ai de la chance en plus, comme je maîtrise assez bien l'espagnol, donc j'ai une certaine facilité à discuter avec les coéquipiers. Donc voilà, il y a une très bonne cohésion dans cette équipe et je pense que c'est l'une des grandes forces de cette équipe. En un an, le milieu relayeur a connu une ascension fulgurante. Transféré de Lens à Séville l'été dernier pour 4 millions d'euros, il devient très vite titulaire indiscutable. Ciblé par les plus grands clubs européens comme le Real Madrid, son été se déroule à merveille. Champion du monde des moins de 20 ans en juillet, il dispute un mois plus tard son premier match en A contre la Belgique. Geoffrey Kondogbia ne perd pas de temps et pourrait bien jouer sa carte en vue du Mondial 2014 au Brésil. Moi, mon ambition, c'est d'accrocher les premières places, comme je pense c'est l'ambition du club. Si je dois aller à la Coupe du Monde, ça passe par Monaco, ça passe par mes prestations à l'AS Monaco. Donc oui, forcément, j'y pense, puisque voilà, aujourd'hui, j'ai participé à la dernière sélection. Donc, mais bon, si aujourd'hui je dois être sélectionné, être appelé, ça passe par mes matchs à Monaco, forcément. Cette présentation était aussi l'occasion de faire le point avec Vadim Vasiliev après un début de saison plus que réussi. Avec 13 points pris sur 15 possibles, l'AS Monaco Football Club est leader du championnat, de quoi être confiant pour le vice-président avant d'affronter Paris ce week-end pour le choc tant attendu. Avant le début du championnat, on a eu de l'ambition de nous qualifier en Champions League en fin de saison. C'est toujours notre but. Paris a une grande équipe il sera peut-être le favori à son stade, mais Monaco va à Paris pour jouer, pour gagner. Et c'est toujours notre ambition quand on rentre, quand on commence le match, c'est gagner. La rencontre entre les deux prétendants au titre se déroulera dimanche, coup d'envoi à 21h sur la pelouse du Parc des Princes. Et avant de terminer, faisons un point météo des prochains jours. Mercredi, du soleil, très peu de vent avec quelques nuages passagers, des températures allant de 20 à 24 degrés. Jeudi, toujours du soleil au programme avec un thermomètre qui oscillera entre 19 et 25 degrés. Vendredi, poursuite d'un temps très agréable avec très peu de vent et un mercure stationnaire. Et enfin samedi, un début de week-end ensoleillé avec une maximale de 26 degrés.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine Cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.